D'avoir ici, de recevoir ici les investissements directs étrangers. Je pense que la Tunisie dispose de beaucoup d'atouts pour se positionner dans ce mouvement et bénéficier de ce mouvement de relocalisation des chaînes de valeur. Il y a une économie qui est très intégrée aux chaînes de valeur mondiales, tournée vers l'Union européenne. Il y a des avantages comparatifs dans un certain nombre de secteurs comme les équipements électriques, les textiles haut de gamme. La Tunisie a signé beaucoup d'accords commerciaux, une soixantaine, qui donnent aux entreprises qui produisent sur le sol tunisien l'accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Et la proximité géographique avec l'Europe, évidemment, je l'évoquais tout à l'heure, une monnaie qui jusqu'à présent est restée relativement stable, une main-d'œuvre jeune, qualifiée et relativement peu onéreuse, une culture industrielle aussi qui est assez développée dans un certain nombre de secteurs, mécanique, plasturgie, textile haut de gamme, produits électriques, pharmacie, etc. Un système offshore qui reste attractif malgré la fin d'avantages fiscaux qui ont été compensés par la baisse du taux moyen d'imposition des sociétés. Et puis enfin, dernier atout que je peux évoquer, s'agissant en particulier de la France, c'est l'usage, c'est la francophonie. Donc ça fait beaucoup d'atouts, mais en même temps, si je puis dire, ça ne va pas se faire de façon automatique ou mécanique. Le marché d'investissement est un marché extrêmement compétitif. Il y a d'autres pays qui sont en train de se positionner pour essayer d'attirer ces nouveaux investissements dans le cadre de cette relocalisation de la chaîne de valeur. Et donc, la Tunisie en profitera, pour autant qu'elle soit en mesure, au cours des prochains mois, des prochaines années, d'améliorer un certain nombre de points qui peuvent constituer un frein à l'attractivité pour les investisseurs étrangers. C'est que la Tunisie, d'abord, c'est un enjeu majeur pour la Tunisie. Deuxièmement, la Tunisie a beaucoup d'atouts. Et troisièmement, il ne faut pas attendre que ça tombe du ciel. Ça sera aussi le résultat des efforts que fera la Tunisie pour améliorer un certain nombre de points qui actuellement nuisent à l'attractivité de la Tunisie. Alors justement, pour les investisseurs étrangers. Un investisseur français, par exemple, je vais citer un secteur dans l'automobile, dans les composants automobiles en Ukraine. Qu'est-ce qui manquerait à la Tunisie pour constituer une alternative en fait et être plus attractive? Pourquoi il ne viendrait pas en Tunisie? Il peut venir en Tunisie, mais encore une fois, la Tunisie n'est pas seule à vouloir tirer ces nouveaux investissements. Comme je le disais, c'est un marché très compétitif, donc il faut offrir aux investisseurs des garanties en matière de visibilité politique, économique à moyen long terme. La situation aujourd'hui en Tunisie est ce qu'elle est, et c'est vrai qu'un certain nombre d'investisseurs ont tendance à attendre avant de prendre les choses se clarifient sur le plan institutionnel, avant de prendre des décisions d'investissement nouveaux. Il y a aussi le fait que pour l'instant, il y a un plan de réforme qui est en discussion avec le FMI, mais il n'y a pas encore d'accord formel avec le FMI. Donc là aussi, il y a un manque de visibilité. Il y a un environnement des affaires qui est certainement encore perfectible en Tunisie. Certaines difficultés que rencontrent les entreprises au quotidien qui pourraient être levées et qui offriraient un cadre plus attractif pour les entreprises. Des difficultés logistiques, je ne vais pas parler du port de Rhodes, je pense que tout le monde est... Donc voilà, il y a un certain nombre de difficultés, de points sur lesquels l'environnement tunisien aujourd'hui souffre parfois de la comparaison avec ce qui peut exister dans d'autres pays qui se positionnent également sur ce credo de la relocalisation des chaînes de valeur et qui cherchent aussi à attirer de nouveaux investissements étrangers, notamment dans le prolongement de la crise sanitaire ou de la crise ukrainienne. On a presque commencé à aborder les recommandations à travers ce que vous venez de dire. Avant de passer donc à la partie blocage et puis les recommandations, j'ai deux petits points. Un point qui me tient à cœur étant acteur du tourisme, c'est le tourisme résidentiel.
Et je voulais savoir, selon vous, pourquoi ça ne décolle pas. On a l'avantage de beaucoup de pays voisins, le climat, un niveau de vie à la portée de retraités français, la possibilité de venir s'installer en Tunisie et devenir résident tunisien. Pourquoi ça ne décolle pas selon vous? Bon, sur la question du tourisme résidentiel, à proprement parler, je n'ai pas de. Non, ce que je crois, c'est que la Tunisie a basé sa politique de développement touristique sur une offre qui est très axée sur le tourisme balnéaire. Bon, ça a marché pendant un certain nombre d'années, mais je pense que à la faveur notamment de la crise sanitaire, la crise que traverse le secteur touristique, d'ailleurs pas simplement depuis 2020, depuis 2015-2016, qui a été encore aggravée par la crise sanitaire. Je crois qu'il y a matière à une réflexion plus générale sur, parce que la Tunisie a beaucoup d'atouts là aussi, qui ne demandent qu'à être valorisés, peut développer une offre touristique dans beaucoup de domaines, le tourisme culturel, le tourisme historique. Donc il y a beaucoup de choses le tourisme résidentiel évidemment. Il y a beaucoup de choses qui mériteraient être développées. Je crois comprendre que le ministère du Tourisme est en train de réfléchir à une stratégie de développement du secteur du tourisme. Je parlais plus d'attirer donc les retraités pour qu'ils deviennent résidents et non pas des touristes qui viennent passer des vacances et repartent. C'est ça. Mais on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. La question suivante s'adresse à vous deux, donc je vais demander à Philippe peut-être de répondre au premier. Selon vous, quels sont les principaux freins qui empêchent une plus grande activité économique entre les deux pays, donc spécifique entre la Tunisie et la France? Quels sont les blocages? Bon, je crois que son Excellence on a déjà parlé en termes très diplomatiques. Mais vous, dans la Chambre, je suppose que vous recevez les doléances des investisseurs en Tunisie, donc vous avez une idée concrète des blocages au quotidien en fait. Même à mon niveau, en tant que chef d'entreprise, moi, bien sûr, il y a beaucoup de freins. Tout d'abord, l'instabilité fiscale, le code d'échange, il y a les problèmes de logistique, le port de Rhodes, les procédures administratives. Il y a aussi donc, quelque chose, moi, qui me perturbe un peu dans mon travail quotidien, c'est le secteur informel, parce que là, nous nous trouvons donc, en concurrence avec le secteur informel qui cause vraiment beaucoup de dégâts. Et quand on parle un peu de la balance commerciale, des échanges commerciaux, même avec la France, je pense que nous n'avons pas les chiffres exacts, parce qu'il y a beaucoup de marchandises partout, on connaisse un peu l'origine, sans que ce soit pris dans les statistiques. Donc il faut aussi mentionner les retards dans les réformes économiques qui pèsent sur l'environnement des affaires et le climat des investissements. Nous comptons, avec les autres chambres mixtes, sensibiliser encore plus les autorités, l'ensemble des acteurs économiques et sociaux sur l'importance d'accélérer ces réformes, donc, qui vont améliorer la compétitivité de notre site et encourager les investisseurs étrangers, particulièrement les investisseurs français, à venir s'implanter dans notre pays. Donc, comme dit j'ai déjà commencé à répondre. Si je devais résumer en quelques points, je dirais absence de visibilité à moyen et long terme. J'ai noté visibilité sur les réformes et visibilité politique et institutionnelle sur les réformes à mettre en œuvre. Deuxième point, c'est un climat des affaires qui est certainement encore perceptible. Bon, la question des autorisations administratives est en passe. Après, il y a ce décret présidentiel qui supprime un certain nombre de ces autorisations. Sous réserve de la manière dont ce sera appliqué, c'est certainement une décision qui va
dans le bon sens, mais aussi... C'est sorti en avril et on a 6 mois pour sortir les cahiers des charges qui vont remplacer les autorisations. Mais au vol comme ça, est-ce que ça a été accueilli positivement, ce décret-loi du 11 avril, je crois? Moi, à ce stade, je n'ai pas recueilli beaucoup d'avis sur la question. Je crois que les gens attendent de voir comment tout ça va se mettre en œuvre. De façon générale, pour qualifier le climat, je dirais, l'état d'esprit, moi je parle de temps en temps avec des hommes d'affaires français ici, des représentants d'entreprises françaises. Moi, ce que je veux souligner quand même, c'est qu'il n'y a pas eu de désinvestissement d'entreprises françaises en Tunisie depuis 2 ans, en dépit de la situation, la crise sanitaire et maintenant les entreprises françaises sont restées en Tunisie, aucune n'est partie. On remet en cause à ce stade son investissement en Tunisie, malgré les nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés, difficultés économiques, mais aussi difficultés réglementaires, difficultés sociales. Il y a un climat social qui parfois est un petit peu tendu dans certaines entreprises, et avec des pratiques ou des méthodes qui sont parfois dissuasives pour les entrepreneurs. Mais globalement, aucun entrepreneur français à ce stade n'a émis l'intention de désinvestir et de quitter la Tunisie. Ce que je constate, c'est que les entreprises françaises qui avaient des projets d'investissement ou d'augmentation de leur investissement, déjà implantés en Tunisie, qui avaient des projets d'augmentation de l'investissement en Tunisie à ce stade, attendent d'y voir plus clair sur l'évolution à la fois politique et économique des choses, de la situation en Tunisie. Et ce que je constate, c'est que donc ils retardent leur décision d'augmentation de leur investissement. Et ce que je constate, c'est que les entreprises françaises qui sont intéressées potentiellement par la Tunisie, en raison des atouts que j'évoquais tout à l'heure, à ce stade préfèrent temporiser et attendre là aussi d'y voir plus clair avant de concrétiser leur investissement en Tunisie. Donc, moi, s'il y a un maître mot qui me vient à l'esprit, je crois, c'est pour l'instant, c'est l'attentisme. Voilà. Les gens attendent que les investisseurs, ils ont d'abord besoin de prévisibilité, de stabilité, quand les choses ne leur paraissent pas très claires, quand ils voient pas, quand ils manquent de visibilité à moyen long terme, ils hésitent à investir. Je crois qu'on est dans ce contexte-là, d'où l'urgence qu'il y a à rétablir une situation stable, à la fois d'un point de vue institutionnel, bien entendu, mais aussi d'un point de vue économique à travers. Bon, on peut parler de la situation économique et financière de la Tunisie, malheureusement, est très dégradée, et la plupart des indicateurs sont aujourd'hui très au rouge. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être clair pour considérer que les problèmes structurels tout ça relève de problèmes structurels qui n'ont pas été réglés pendant longtemps, et que la seule façon de résoudre ces problèmes, c'est de faire des réformes structurelles dans le cadre d'un accord avec le Fonds monétaire. Donc il y a des discussions qui sont en cours, et ce que nous espérons, bien entendu, c'est que ces discussions aboutiront rapidement. Je pense que ça serait de nature à rassurer les marchés d'abord, mais ça serait de nature également à rassurer les investisseurs. Merci. On passe à la dernière partie, et après on va écouter la salle. Je retiens quand même de cette partie qu'il n'y a pas eu de désinvestissement d'entreprises françaises depuis les 2 dernières années qui sont les plus critiques. Et comme je vois dans la salle beaucoup de grands experts comptables, de grands avocats d'affaires, de grands économistes également, on a beaucoup entendu lors du vote de la loi de finances qui a changé, qui a diminué les avantages des entreprises offshore, la fiscalité, qu'elles allaient toutes quitter la Tunisie. Donc je pense que le débat, tout à l'heure, je vais vous interpeller pour dire, est-ce qu'elles sont restées, et finalement, la décision d'aligner les taux de fiscalité entre l'onshore et l'offshore était une bonne ou pas. On passe aux recommandations, si vous voulez bien. Donc, je vais commencer par Lee. Comment voyez-vous les prochaines années, en fait? Quelles sont les perspectives, selon vous?
donc d'avoir une vision à long terme si on n'a pas de visibilité sur les prochaines semaines. Donc bon, je préfère rester donc garder mon optimisme. Et donc, bon, je pense que notre pays, nos entreprises ont vécu des difficultés, donc surtout dans le secteur privé, donc ils ont montré une très grande résilience. Donc, et je suis persuadé que notre site va gagner en attractivité au cours des prochaines années. Alors, il faut donc tout dépendra donc, des réformes qui vont être mises en place donc, dans les prochaines semaines et qui vont consolider notre transition vers une démocratie apaisée, une gouvernance transparente et ouverte. Donc, nous attendons aussi nos amis français un engagement encore plus fort donc, de la France. Je pense qu'on nous a toujours soutenu avec toutes ces difficultés, continuera à nous soutenir. Bon, je pense que la balle est plutôt dans notre camp. Merci. Donc, même question. Je répondrai à l'appel de Ravid dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, je dirais que les recommandations, elles découlent un petit peu du constat qui a été fait et des points que j'ai signalés comme pouvant constituer des freins à l'attractivité de la Tunisie pour notamment les investisseurs étrangers, les Français, mais pas que, étrangers de façon générale. Ce que j'ai dit à propos des hommes d'affaires français, je pense que l'état d'esprit est le même chez les chefs d'entreprise d'autres pays et même tunisiens. Et même tunisiens probablement. Alors les recommandations, c'est d'abord de mettre en place dans les meilleurs délais un cadre institutionnel stable, et puis engager le pays sur la voie de réformes structurelles dans le cadre d'un programme crédible et solide avec le Fonds monétaire international. Se mettre en place un cadre juridique simplifié et adapté qui permette notamment le rapatriement des capitaux des investisseurs dans les deux sens, éliminer les risques. Là, vous parlez du code de change, je suppose. Je suis étonnée qu'aucun de vous deux n'ait parlé de code de change dans les blocages. Si, je l'ai pas. On ne veut pas griller les interventions du public, peut-être. Au-delà des réformes, on a besoin aussi d'une vision à moyen long terme en matière de stratégie de développement. J'ai vu que les autorités tunisiennes, le gouvernement annonce l'élaboration d'un plan national triennal d'investissement 2023-2025 pour juillet prochain. Je pense que ce sera un élément important. Alors après, des choses peut-être moins importantes, mais beaucoup d'entreprises françaises souffrent de problèmes d'impayés vis-à-vis par rapport à d'impayés d'État ou d'administration publique. Beaucoup de groupes français ici attendent d'être payés. Le montant des impayés s'élevant parfois à des montants relativement importants. Par exemple, le secteur pharmaceutique aujourd'hui, les entreprises françaises du secteur pharmaceutique en Tunisie ont une créance de 25 millions d'euros d'arrivée de paiement sur la pharmacie centrale essentiellement. Faciliter, alléger les procédures administratives. Voilà. Et puis régler un certain nombre de problèmes. Notamment pour favoriser, il y a un secteur dans lequel la Tunisie dispose d'un avantage comparatif évident, qui est le secteur des énergies renouvelables. Là, il y a un potentiel énorme, beaucoup d'investisseurs. La centrale de Tataouine. Voilà, j'allais y venir, la centrale de Tataouine, si quelqu'un veut faire quelque chose dans la salle pour convaincre le raccordement de cette centrale photovoltaïque dans laquelle. Vous vous êtes déplacé vous-même il y a quelques mois. Oui, mais ça ne suffit manifestement pas. Et les engagements, c'était quoi? Si vous pouvez nous rappeler les engagements? Non, mais bon, cette centrale a été construite, elle a été investie 10 millions d'euros pour la construction de cette centrale photovoltaïque qui n'est pas raccordée. Il faut tirer un câble de, je ne sais pas, quelques dizaines ou quelques centaines de mètres, je n'en sais rien, pour la raccorder au réseau de la STEG, mais elle n'est toujours pas raccordée. Donc, c'est sûr que pour les investisseurs du secteur des énergies renouvelables, ce n'est pas très incitatif. Donc, on a plein de petits problèmes comme ça à régler qui se rapportent de façon générale à ce qu'on peut appeler
l'environnement des affaires. Voilà, sur le soutien à la Tunisie, bien évidemment, nous resterons aux côtés de la Tunisie pendant cette phase de transition. On voit combien les choses sont difficiles. On ne peut pas régler les problèmes à la place des Tunisiens. Il y a un certain nombre de décisions qui relèvent évidemment des autorités tunisiennes. Je ne parle même pas du volet institutionnel, mais je parle surtout du volet économique. Nous avons dit que nous étions prêts à soutenir la Tunisie dans le cadre de ces discussions avec le FMI. La proposition est toujours sur la table. Nous avons dit que nous étions prêts à accompagner les réformes y compris financièrement, bien entendu, mais c'est vrai pour nous, c'est vrai aussi pour l'Union européenne, des réformes qui pourraient être structurelles, qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre d'un éventuel accord avec le FMI, mais on ne peut pas décider à la place des autorités tunisiennes. Donc il y a un moment où il faut que les autorités tunisiennes, alors le gouvernement, je crois, il a aucun plan de réforme. Il y a encore un certain nombre, manifestement, de points d'achoppement, puisque les négociations formelles ne sont pas encore ouvertes. Je pense que le FMI attend de la part des autorités tunisiennes, c'est qu'ils communiquent en direction de la population, parce que, moi je le dis à chacune des sorties, donc il n'y a pas de raison que je ne le dise pas ici, les réformes ne sont pas faites pour le FMI, les réformes elles sont faites pour la Tunisie. Il faut expliquer à l'opinion publique tunisienne que si on est obligé de faire des réformes, ce n'est pas parce que le FMI l'exige. Si on est obligé de faire des réformes, c'est parce qu'on ne les a pas faites et qu'il vient un moment où il faut les faire si on veut retrouver le chemin d'une croissance durable et d'un développement économique durable. Donc ça manque, je crois, ça fait partie des choses sur lesquelles le FMI demande au gouvernement tunisien de faire des choses, de communiquer. Et puis deuxièmement, je crois, il y a eu deux expériences, le FMI a eu deux expériences malheureuses avec la Tunisie dans les années 2010, avec des accords qui n'ont jamais été menés à leur terme, parce que les engagements avaient été pris par les autorités tunisiennes de l'époque, qui n'avaient pas été respectés. Donc ce que voudrait le FMI, c'est que les autorités tunisiennes prennent, avant même la conclusion d'un accord, 2 ou 3 mesures un peu symboliques, de mesures phares, qui témoignent de l'engagement et de la détermination des autorités tunisiennes à mettre en œuvre les réformes qui vont être conclues dans le cadre d'un accord avec les FMI. On n'est pas loin du but, moi j'ai bon espoir qu'on va y arriver, mais le plus tôt sera évidemment le but. Vous avez parlé de soutien technique par rapport aux négociations de la Tunisie avec le FMI, soutien technique français. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que c'est d'actualité? Ou est-ce que finalement ça ne s'est pas fait? Si, nous avons fait un certain nombre de Je me souviens de la visite controversée de M. Moulin à l'époque, mal communiquée. Controversée par ceux qui cherchent à controverser. Oui, parce que nous, on a mal communiqué dessus. Ça continue, cette collaboration technique? Oui, on a proposé notamment une assistance technique pour la création d'une agence des participations de l'État pour aider l'État tunisien à gérer ses participations dans les entreprises publiques, dans le cadre du processus plus général d'amélioration, de réforme de la gouvernance de ces entreprises. Donc pour l'instant, la proposition est toujours sur la table, on n'a pas encore de réponse ferme de la part des autorités tunisiennes. Et puis on a proposé également la création d'une agence de gestion de la dette. Et là, la ministre des Finances vient de nous donner une réponse favorable. Et donc nous allons, dans les semaines qui viennent, mettre en œuvre cet accord et aider la partie tunisienne à mettre en place une agence donc, de gestion de la dette de l'État. Merci. On a un scoop là ce soir. Mais voilà, c'est un processus continu. Puis on fait des propositions, les autorités tunisiennes ne sont pas obligées de les accepter. Mais on va continuer à proposer notre assistance. Donc l'assistance est toujours en cours, les échanges sont là. Bien, je vais passer le micro à la salle, si vous